Lucilla Duc. Et moi, Juliette Thomas. On travaille ensemble depuis une dizaine d'années, entre Bruxelles et Paris. Et le contexte de nos rencontres a tout de suite influencé notre travail et la manière dont on a apporté les différents projets, puisque chaque fois qu'on se voyait, c'était dans des périodes de temps très circonscrites, donc sur des temps de résidence qui pouvaient aller de un week-end à une semaine. Et on était dans des espaces, dans des appartements relativement petits. Notre atelier s'est quand même rapidement déplacé vers l'extérieur. Ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. On est avant tout des amis très proches et je pense que c'est quand même important de situer ça aussi. Et ce qui est étrange, c'est qu'on a tout de suite commencé à travailler ensemble dès notre rencontre. On a une manière de travailler qui, je dis souvent que c'est une sorte d'accélérateur de particules, mais on est beaucoup sur l'écoute, la confiance et les propositions. Ça nous permet en effet d'avancer comme une sorte de cerveau bicéphale de manière assez intuitive et rapide en fait, parce qu'on chemine vraiment ensemble. Le projet panoramique d'une flaque a commencé il y a 5 ans. On avait une flaque d'eau dans l'un de nos appartements qui revenait chaque matin et on n'arrivait pas à déterminer la source de cette flaque. Donc c'est devenu une intrusion dans le réel qui prenait pas mal de place. Et on a commencé une enquête en fait sur ce phénomène inexpliqué. Déjà pour comprendre, donc vraiment en allant voir sur les blogs de plomberie, etc. Une enquête assez, on va dire, rationnelle pour comprendre quelle était la source en fait de cette flaque. Et puis assez rapidement on commençait à se dessiner des analogies entre cette fuite inexpliquée, les installations sanitaires, les flux de pensée, les flux inconscients, donc les flux plutôt intimes, les flux environnementaux, sociaux, la fuite en santé mentale. On a commencé en fait à approfondir toutes ces analogies dans une enquête qui a pris une tournure très sérieuse mais assez absurde aussi. On avait plusieurs projets à ce moment-là. On commence à mettre des mots sur ce qui fait unité dans ces différents travaux. Et là, on se rendait compte en effet qu'on aborde de près ou de loin la question des différents régimes d'attention, de la concentration à la distraction, justement dans cette époque qui est chargée de flux constants. Comment on les sélectionne, comment on les intègre, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les digère. Et finalement, c'est par après coup qu'on s'est rendu compte que ça traversait notre travail. Par exemple, à cette époque-là, il y avait aussi la tour attitrée. C'est un dispositif rudimentaire de téléportation où on utilise des talkie-walkie et un traitement de texte en ligne et qu'on projette sur une surface du lieu. Et c'est une manière justement d'interroger le lieu à un moment donné. C'est la question de l'émission, réception d'informations. Comment ça se traduit dans une écriture qui devient spatiale. Il y a un autre projet actuellement en cours, c'est Mémoire de l'air. On traite de cette question des régimes d'attention, que d'ailleurs Yves Citon a très bien nommé. Et là, on invite différents artistes, des auteurs, des chercheurs qui parlent sur le sujet. Et on fait aussi des ateliers dans différents lieux. Et là, ça se précise dans la question du corps comme vecteur d'archives. Donc, c'est des personnes qui travaillent autour de cette question-là, de comment ces données-là, comment on intègre des documents dans un travail, comment on le traduit en un nouveau langage. Il y a 2 choses qui sont assez centrales dans le travail. Il y a cette question de la mutation des formes. Donc là, ça part d'une anecdote, mais systématiquement, tous nos projets démarrent de quelque chose qui est assez ancré dans le réel et qui finalement va commencer par se traduire par une édition, puis finalement une installation. Et la deuxième chose importante, c'est que la narration est centrale. À l'origine, on a voulu changer notre approche justement de la narration et écrire une pièce de théâtre avec une narration assez classique, ce qui n'était pas tout à fait notre approche de la narration puisqu'on était plutôt sur un modèle de construction narrative en fiction fractionnée. Et là, on s'est dit, voilà, en fait, on va écrire une narration assez classique avec un début, un déroulement, un dénouement, un climax, une fin. Et du coup, donc ça nous a fait déjà renverser le rapport de la narration à la fiction. L'écriture de la pièce, le texte de fiction, il venait d'une première enquête finalement, qui s'est passée au musée du Dr Guillain, et à partir de pas mal de témoignages en fait de notre entourage sur des phénomènes de fuite inexpliqués. Et en fait, quand on a abordé la forme sonore, c'est une adaptation, une interprétation de cette pièce qui permet d'ouvrir sur d'autres fictions finalement. Lucie, elle vient des arts plastiques, moi du son expérimental, et en fait on n'a pas interprété la pièce, on n'a pas voulu l'illustrer à partir du texte, mais plutôt que le texte nous guide comme un prisme sur le réel, comment on allait se diriger vers le réel et comment cette pièce écrite allait nous donner ce vecteur, ce filtre. C'est les contextes, les atmosphères, les objets qui sont devenus les interprètes de la pièce. Et donc c'est vrai que cette histoire entre le documentaire et la fiction,
c'est tout le long un suspense. Il y a des moments où la fiction a vraiment disparu, mais d'autres moments, elle revient, ils sont en jeu constant. On a une pratique du field recording toutes les deux de longue date. Donc évidemment, la pièce comporte ses archives, mais on a aussi ciblé certains lieux. Donc par exemple, il y a un lieu de tournage, c'est chez Marcel, au Passé Composé, et c'est un magasin de réparation d'appareils électroniques analogiques. On a enregistré là-bas chez lui 2 jours, et il y a tout son rapport avec ses clients, mais il y a aussi son rapport avec la machine. Il y a des moments où il ne comprend pas, il doit réparer, il parle tout haut. Et puis finalement, il finit par devenir un des interprètes de la pièce. Donc il fait une réplique de Plock et on l'entend s'entendre, réagir, mais donc on joue entre lui, l'interprète, et le documentaire, lui qui se superpose. Il y a quelques exemples comme ça du changement de statut. On a été ciblé de la matière. Et ensuite, il y a un travail à l'écoute du montage. Comment est-ce que les matériaux qu'on a commencé à raccorder ensemble ouvrent sur d'autres histoires, d'autres possibilités en fait de fiction qui s'éloignent assez fortement du texte original. Au montage, on n'écoute plus. Ensuite, ce qui nous intéresse, ça va être la texture, les tensions dans la matière. Comment est-ce qu'on peut capter l'attention puisqu'on travaille sur cette question. Les passages aussi entre les différents modes d'attention. Les raccords qui se font créent de nouvelles réalités qui appellent pour nous à l'écoute d'autres imaginaires. Autant au départ, c'était la question des flux d'attention, ce Plock qui est perdu, qui voyage au travers de cette question de la dispersion, de la déconcentration, etc. Mais finalement, on se rend compte que cet objet-ci, il nous mène plus vers l'idée d'accordage. Comment, dans ce système justement rempli de flux d'informations, etc., comment on finit par s'accorder et quels sont les embranchements concrets pour donner du sens en fait à tout ça. C'est ce qui fait que finalement aussi, le jour où on enregistrait Frank Hartmann, on allait là-bas parce que c'est un compositeur de musique médiévale et de Renaissance et on avait envie de donner la notion du temps, de la temporalité, de ramener peut-être ce temps-là dans l'actuel. Et en fait, finalement, en allant chez lui, on l'entend jouer, répéter, faire ses gammes, commenter. Et puis finalement, en sortant de là, on revient sur un lieu de tournage, le métro de Paris. Et là, dans la ligne 13, on tombe sur un magnifique virage qui a une gamme incroyable, des cris comme un chœur, avec aussi le wagon qui tremble, avec précisément quelques tremblements, quelques battements très beaux. C'est le réel qui nous l'accorde avec Franck. Ils s'assemblent tous les deux, ce virage, ce métro. Donc l'objet revient parler des choses. En fait, c'est une sorte d'anthropologie des flux. On a fractionné la pièce en plusieurs tableaux. Et donc c'est une sorte de polyphonie sonore qui oscille entre le puits intérieur et les intrusions en fait. Là où se relie, là où trébuche, là où se répète. C'est parfois un élément au loin qui va nous guider, c'est parfois juste une réplique, une parole qui surgit et qui va devenir quelque chose. C'est la même chose au montage finalement. Je pense souvent à Antonioni, le film Blow Up dans ce moment-là. Il est photographe, il est dans un jardin public, il prend des clichés et puis finalement, une fois de retour chez lui, il rentre dans sa matière, il développe la matière et il se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche dans sa matière. Alors est-ce que c'est une intuition ? Il focus et en fait il agrandit un cliché, c'est sa manière de rentrer dans l'enquête et finalement de tomber sur une hypothèse d'un meurtre. Je pense souvent à ça parce que quand on est dans cette cellule, eh bien un moment peut devenir quelque chose, peut dévier en un morceau, en un tableau. Et alors ça, est-ce que c'est le hasard, est-ce que c'est l'intuition ? En tout cas, ça joue beaucoup dans notre travail. On a la curiosité de voir comment certaines lignes peuvent être déviées, mais surtout la déviation aussi même de la parole. Il y a le rôle du niais dans la pièce, une sorte de guide. C'est une voix, une sorte de narratrice un peu omnisciente, qui est aussi le témoin évidemment des manipulations du langage à l'ère du numérique, et qui pourrait donner l'impression qu'elle va accompagner l'auditeur ou l'auditrice dans son écoute, qu'elle va lui servir de guide à la narration. Mais en fait, c'est une figure de l'illusion, c'est un faux semblant, c'est une sorte de fausse béquille comme ça. C'est Dominique Petitgand, je crois, qui dit que le récit commence au moment de l'écoute. On a déjà écrit ce texte, on a construit cette fiction possible. Et là, ensuite, ce qui va se passer pour les personnes qui écoutent, ça nous échappe et puis tant mieux, je dirais. Une des choses qu'on aimerait beaucoup dans les suites de cette pièce, on aimerait faire une installation qui pourrait permettre de rendre la pièce autonome, qui utiliserait en fait des technologies vocales pour que la pièce puisse se lire de manière autonome et la matière de manière aléatoire justement. Imaginez un dispositif qui fasse rencontrer ces éléments documentaires, ces voix fiction, et c'est déjà la manière dont c'est traité dans notre ordinateur en fait, mais
Donc voir comment en effet on pourrait rendre cette pièce autonome. Et moi c'est vrai que moi je nous imagine à deux sur scène. Mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'on intègre cette matière, qu'on puisse la jouer en direct, que peut-être qu'on joue ces personnages.